pouvais pas me connecter. Merci vraiment pour ta présentation. Ça a été très intéressant, surtout voir toute l'expérimentation de la part, surtout je trouvais très intéressant tout le travail que vous faites sur la biodiversité, sur le fonctionnement hydraulique, sur toutes les structures. Disons, c'est vraiment une présentation et un travail très importante. Alors, avant de faire la discussion, si tu es d'accord, je vais essayer de faire un petit résumé. Ça va pas être facile, mais je pris quelques notes sur ta présentation. Je vais surtout parler sur les programmes de recherche, que vous êtes les programmes que tu as montré, parce que je trouve que c'est vraiment très diversifié et vous touchez un peu tous les pas, toute la partie de cette discipline. Et je voulais faire un petit résumé en español. Bueno, decía, bueno, agradecía a André Bet la presentación, me ha parecido muy interesante todos los trabajos que hacen en investigación y voy a intentar hacer un pequeño resumen de los temas que ellos tratan con la bioingeniería, a ver si soy capaz de resumir en un momento un poco las líneas principales de investigación. Entonces, las líneas que ellos trabajan sobre todo es encontrar un compromiso entre la fijación de las orillas, la función de protección contra la erosión mediante técnicas de ingeniería y la restauración de las funciones ecológicas. Entonces, ¿cómo optimizar estas funciones y qué compromisos hay entre ellas? ¿Cuáles son las estructuras funcionales, mecánicas y ecológicas que pueden proveer los servicios requeridos sobre una base sostenible? ¿Y cuáles son las trayectorias dinámicas y los procesos claves que pueden llevar en ellas? Entonces, ha presentado dentro de este compromiso varias líneas de investigación. La primera está relacionada con la biodiversidad. Ellos están muy centrados en el campo, sobre todo de los ríos y de los cursos de agua, y uno de los temas que les ha preocupado es ver qué biodiversidad, qué incrementos se daban en distintos taxones, tanto en lo que pueden ser las superficies rocosas, que se pueden decir tipo escollera, asociadas más a la ingeniería civil, frente a las soluciones de bioingeniería o a los taludes naturales. Y han encontrado que tanto en la vegetación como en los coleópteros como en los macroinvertebrados hay una relación importante, hay un incremento de biodiversidad en estos últimos, en los taludes vegetados frente a los rocosos. En un segundo grupo de trabajos es la comparativa de especies que sean resistentes a la sequía, y en concreto han desarrollado ejemplos de utilización del Tamarix gallica y de sauce en distintos ámbitos. Sobre todo han visto la posibilidad de utilización del Tamarix gallica de cara a las actuaciones, digamos, de bioingeniería. Un tercer campo ha tenido ver cómo protegerse de los efectos nocivos de determinados mamíferos, en concreto de los castores, y entonces han hecho una serie de ensayos para comprobar cuáles son los gustos de estos castores. Han encontrado que existen sauces que les resultan menos atractivos y otras especies que también les resultan menos atractivas, y también la posibilidad de proteger las obras con o sin malla. Hablan un poco también de que se pueden utilizar esquejes de gran tamaño para que tienen casi la misma utilización que estas redes de protectoras. Un cuarto punto muy interesante, sobre todo aquí en el norte, un gran problema avec la rhinutria japonica. La renouille de Japón, ici c'est terrible, a San Sebastián, dans les Pays Basques, es la resistencia frente a la comprensión un poco de cómo actúa esta invasora. Han encontrado que ejercen unos efectos alelopáticos con respecto a los sauces, limitando el crecimiento, pero a la vez unos sauces utilizados en cobertura densa frenan el crecimiento de la rhinutria. Entonces, por un lado, han hecho estudios para ver cómo actúa la rhinutria a la hora de comportarse frente a otras especies, pero a la vez han encontrado que las cubiertas densas pueden controlar el desarrollo tanto en subterráneo como en la parte aérea. Después han trabajado en temas de resistencias de las estructuras desde el punto de vista hidráulico, en cuanto a las tensiones, a las velocidades, o su utilización también en zonas de alta montaña con torrentes o con ríos que tienen pendientes del 5 al 10%, que es muy elevada. Y han encontrado eso, que han comprobado in situ con obras realizadas
in situ, que hemos visto algunos ejemplos, y también con algunos casos también de resistencias ya más concretas con modelos hidráulicos. Con los hidráulicos un ejemplo muy interesante ha sido el de estudiar cómo les afecta, cómo intervienen las ramillas antierosivas en la construcción a la hora de hacer los modelos a una escala 1:10 sobre las fajinas, cuál es el modelo de comportamiento, y han visto pues eso, que verdaderamente la rotura de la fajina o la erosión es mucho menor cuando se construyen con estas pequeñas ramillas antierosivas. Un trabajo importante que están desarrollando es la base de datos, la que estamos copiando, digamos, conociendo este trabajo desde la federación, estamos intentando desarrollar este trabajo también de base de datos. Cuando yo conocí este trabajo estabais con 100 obras y ahora estáis con 250. ¿Sabéis? Ha dado un acelerón muy importante. Nosotros creo que llevamos 20, o sea que vamos mucho más tranquilos, pero llegaremos, porque creo que es fundamental para el desarrollo de la bioingeniería el que se sepa dónde están las obras y qué tipo de soluciones aportan. Y es una obra muy, muy ambiciosa y muy interesante. Y después me voy a quedar ya con la última, que ha sido muy, muy bonita, la de Guadalupe, cómo abordar en un país donde no hay tradición de bioingeniería. Es un poco lo mismo que ha pasado en Brasil o en Colombia, donde no hay una tradición clara de bioingeniería, cómo empezar a trabajar con bioingeniería. Y la primera cuestión es analizar la composición, como habéis hecho, de los ecosistemas ribereños, para después ir a la base de la bioingeniería, las plantas, la vegetación. Ir a conocer cómo son esas plantas, qué tipos de función cumplen, cómo se reproducen, y luego intentar reproducirlas y ver qué características biotécnicas tienen. El desarrollo me parece muy interesante y yo espero que verdaderamente pues eso, haya posibilidad de colaborar y de extender estas aplicaciones, porque considero que esta metodología es una metodología muy, muy adecuada. La semana pasada, no, hace 15 días, estuve dando un curso en Colombia, y el año que viene hay una zona, hay un congreso, si el COVID lo permite, en la zona de Santa Marta, en la zona justo junto a Cartagena, en una zona que puede ayudar desde el punto de vista de este tipo de especies. Y bueno, a mí me ha encantado la presentación, me parece que hay un campo de intervención muy importante y de colaboración con nuestros investigadores también en España y con otros centros que están trabajando. Y bueno, yo creo que he intentado hacer un pequeño resumen. Je ne sais pas si tu aimais, André, j'ai bien fait comme ça. 20 ans d'expérimentation en 5 minutes, mais bon, c'est comme ça. Oui, il faut les donner la... Ok. Bien, merci. Oui. Merci Paula. Sí, je pense que el resumen es perfecto. Bueno, muchas la gracias. haremos en castellano, que sé que te Sí, gusta. que me gustaría mucho que si podíamos trabajar juntos sobre la database, la base de données, sí. base de datos. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble y sí, me gustaría mucho también trabajar en la investigación en España y si se puede. Creo que hay muchos campos de unión. Et si échanger, si on peut travailler ensemble. Et ça me permettrait aussi de travailler en espagnol. En tout cas, j'ai vu aussi que le dynamisme de l'EFIB, de l'Association espagnole de génie biologique, tout ce que vous faites, les contacts que vous avez aussi avec l'Amérique du Sud, c'est vrai que c'est cohérent avec ce qu'on fait en Guadeloupe. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ce qu'on fait chacun les uns les autres. Parce que des expériences que j'ai vues la semaine dernière sur tout ce qui est sécheresse en Espagne, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille et on n'a pas le choix. On va tous travailler là-dessus beaucoup. Donc, je pense que si on peut joindre nos forces, juntar nuestras fuerzas. Sí, no. Somos pocos, así que tenemos que intentar hacer toda la fuerza que podamos. Y además ahora con las nuevas perspectivas europeas, ¿no? La estrategia de biodiversidad y las actuaciones sobre infraestructura verde, el urbanismo, en fin, tenemos muchos campos en los que hace falta
que trabajemos conjuntamente. Bueno, yo ahora en este punto llamaría también a Klaus, je voudrais, et à Guillermo. Guillermo, tu es là? Oui, je suis Oui. ici. Alors, si tu veux, on peut commencer à faire un petit débat sur les choses, les demandes que la gente a montrées dans les chats. D'accord, il y a plusieurs questions. La première, c'est une question liée à l'évolution typique des ouvrages de génie végétal. C'est la question pour les deux orateurs. Oui. La question, c'est la suivante. Avez-vous détecté en moyen ou long terme des problèmes dans le transfert de fonctions stabilisatrices entre les rondins de bois, la structure en bois et la végétation? Alors, Klaus, André, vous êtes là? Oui, Klaus, tu veux commencer? Tu veux commencer? Oui. Je n'ai pas bien entendu la question. Alors, la question liée à le transfert de fonctions stabilisatrices entre la structure en bois et la végétation. Que veut dire transfert? Je ne comprends pas. Je peux essayer de peut-être reformuler pour toi, Klaus. C'est-à-dire, parce que c'est écrit, si tu regardes dans le chat, c'est écrit, c'est en fait comment la résistance mécanique est d'abord supportée par le caisson végétalisé, la structure des rondins, et petit à petit passée, transférée, reprise en charge par la végétation et les racines. Parce que quand les rondins, au bout de quelques années, entre je sais pas, 3 ans et puis 100 ans, ils vont se dégrader. La pente, comment elle va réagir et comment vieillir. En fait, à mon avis, la question sous-jacente, c'est comment vieillit l'ouvrage comment vieillit le caisson. Comment vieillit le caisson et comment, quelque part, quelle pente on va garder, comment ça se passe une fois que les rondins sont dégradés. Moi, je peux Donc, peut-être je peux donner juste… moi, je dirais que là-dessus, mais je pense que le meilleur là-dessus, c'est peut-être Guillermo, justement, qui a quand même beaucoup travaillé sur cette question-là. Mais je sais que chez nous, il y a quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur la dégradation du bois. Donc, il y a cette question propre à la dégradation du bois qui est un facteur. Et puis, il y a la question du développement. Et aussi, ce que je dirais, c'est qu'il y a la pente verticale, c'est naturellement ça. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il y a des modèles naturels. Si le génie végétal, c'est faire des modèles naturels, ce n'est pas vertical. Donc déjà, ça pose un problème quand même. Il faut quand même s'attendre à ce que la pente, elle se réduise. Et je pense qu'il serait très intéressant en termes de recherche de faire un programme en travaillant sur des ouvrages très anciens et à faire des approches empiriques, retourner sur des dizaines et des dizaines d'ouvrages anciens à l'échelle européenne, par exemple, et des ouvrages qui ont 20, 30, 40 ans, parce qu'on en fait depuis longtemps des ouvrages en bois, et de trouver les facteurs qui, dire comment ça évolue, regarder les pentes, regarder la végétation, etc. Voilà ce que je peux dire. Oui. Alors, tu veux ajouter quelque chose? Oui. Alors, je peux parler que de mes propres expériences. Je vois que le bois de rondin, si ce sont des résineux, ça tient bien pendant 10 ans. Mais on remarque quand même au bout de 12-15 ans que ça commence à beaucoup pourrir, beaucoup plus vite. Là, c'est une chose. Mais pendant ce temps-là, la végétation bien choisie et aussi entretenue, elle prend le relais total. Il n'y a normalement, s'il y a un bon entretien, il n'y a pas de perte ou de trou. La pente reste toujours la même et jamais il faut mettre le caisson verticalement. Il y a toujours un fruit en arrière. Le caisson, il doit aussi être posé sur une fondation stable. Donc, comme ça, il ne peut pas s'affaisser lui-même. Et comme j'ai dit, pendant à peu près 10 ans, le bois il joue son rôle. Mais ça dépend aussi de l'exposition. Est-ce qu'il est exposé au sud? Est-ce qu'il est exposé au nord? Est-ce qu'il y a souvent inondé? Ce sont plusieurs paramètres.
du site même. Mais dans l'ensemble, j'ai remarqué un très bon comportement des bois de rondins résineux. Et ce que je remarque au bout de 12-15 ans, à partir de 15-17 ans, on peut dire s'il n'y a pas d'entretien forestier, ça veut dire qu'il faut un suivi d'une entreprise de paysage avec une approche forestière. Ça, c'est important. Si ce n'est pas fait, ça commence vraiment à se dégrader au bout de 20 ans, mais beaucoup. Et jusqu'à 15-20 ans, sans entretien encore, ça se passe au moins ici, dans le sud de la France, ça se passe très bien, très bon comportement. Mais je peux aussi dire, je répète, au bout de 18-20 ans, sans entretien, ça se dégrade vite ici. Et ça, on peut éviter s'il y a un suivi forestier. Je ne peux qu'encourager les gens de faire ça. Très bien. Il y a d'autres questions. C'est pour André. Par rapport à l'expérience que vous a été montrée, quelle est l'influence de la rigidité des branches que vous avez utilisées dans l'expérience? Donc, c'est une question sur la rugosité des branches anti-affouillement, c'est ça? Oui. La rigidité des branches que vous avez utilisées. Donc, on n'a pas calculé, on a calculé les vitesses hydrauliques, on a calculé, sur le modèle, on peut calculer les vitesses horizontales, on a les profondeurs d'affouillement, donc on connaît les vitesses, on connaît les nombres de Froude, les nombres de Reynolds, des paramètres hydrauliques, mais on n'a pas calculé la rugosité, je pense que c'est pour Manning-Strickler. On n'est pas passé par un Manning-Strickler, on n'a pas travaillé là-dessus, on a juste comparé. Ce qui nous intéressait, c'était de voir les processus, mais il y a des problèmes d'échelle et qui font que voilà, ce n'est pas forcément toujours facile de tout remonter tout à l'échelle, puisque quand on diminue les échelles, tout ce qui est contrainte hydraulique, ça diminue exponentiellement, alors que tout ce qui est végétal et résistance végétale, ça augmente exponentiellement. Donc, quand on travaille à la fois sur le végétal et sur l'hydraulique, on peut étudier des processus d'érosion, mais il y a des choses qui sont difficiles à étudier. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les structures, les formes, comment ça évolue, mais on ne peut pas tout mesurer de manière identique. Très bien. La dernière question, c'est pour Klaus. Je pense que ça a été déjà répondu en partie. C'est une question sur la disponibilité des rapports techniques sur les interventions que vous avez montrées dans votre présentation. La question porte sur un ouvrage spécifique? Pas spécifique. La personne souhaite avoir un rapport général sur des... Oui, sur les ouvrages que vous avez montrés. Oui, ça, je peux le produire, mais je vais aussi les intégrer dans la carte que André a montrée tout à l'heure. Hein. Je suis en train de travailler là-dessus. Donc, si la personne souhaite un peu plus vite des informations, il faudrait que je connais la personne et je peux envoyer un petit mini-rapport, quoi. Parce que cette personne est intéressée à les traduire en russe. D'accord. Oui. Okay. Je ne peux pas le faire en russe, mais je peux le faire en German ou en English. Mais je pense aussi, Klaus, quand on a travaillé à Ecomet, il y a quelques rapports de tes projets aussi, à Ecomet en anglais. Ah oui. Si tu veux, et je peux t'envoyer pour l'envoyer à Elena Grazalina. Hein? Oui, d'accord. Tu me donnes le lien. Hein? OK. OK. Il n'y a pas d'autres questions. Non, il y a un autre, il dit « Merci de vos présentations. Quel argument présenter aux décideurs, maîtres d'ouvrage, pour les convaincre de choisir le génie végétal plutôt que des techniques classiques en génie civil qu'ils connaissaient déjà? Mode opératoire, entreprise identifiée pour la protection des berges. Dans vos retours d'expérience, pourquoi le génie végétal a été choisi pour la protection des berges? À quoi tiennent ces choix? » Bon. Pourquoi utiliser génie végétal en lieu de génie civil? Qu'est-ce que vous pensez? On travaille un peu.
Oui, on travaille un peu avec des sociologues sur cette question, mais je pense que moi, ce qui me vient à l'esprit, si on compare génie végétal et génie civil, c'est que la résistance mécanique, elle augmente dans le génie végétal, elle diminue dans le génie civil. Oui. La biodiversité, les fonctions écologiques, elles sont assurées dans le génie végétal, pas dans le génie civil. Oui, c'est ça. Les espèces exotiques envahissantes, elles se développent dans le génie civil, pas dans le génie végétal. En termes de coût carbone, là, il y a beaucoup en Autriche, là, le travail de Magdalena van der Tannen qui montre que on utilise 10 fois plus de carbone pour mettre des enrochements du génie civil que du génie végétal. Il y a le paysage aussi. Donc ça, c'est un certain nombre de facteurs, je pense, à mettre en avant. Mais c'est vrai que le problème du génie végétal, c'est qu'on ne sait pas le dimensionner, pas bien, c'est très empirique. Et ça, les maîtres d'ouvrage, ils aiment bien avoir une garantie. Et c'est plus difficile d'avoir une garantie sur le génie végétal que sur le génie civil. Mais on arrive, hein, André, à bien… Oui, maintenant, on maîtrise bien les calculs des caissons. L'une chose qu'on fait des caissons ou des autres techniques, c'est de les calculer sans l'effet de la végétation. Oui, bien sûr. C'est surdimensionné toujours. Hein? C'est ça la façon de faire maintenant. J'aimerais rajouter, de mon point de vue, sur la stabilité, sur le besoin de calculer, de montrer par des chiffres que ça marche ou pas. Là, je pense qu'il faudrait trouver un peu plus de géotechniciens classiques, oui, mais des géotechniciens qui sont ouverts à ces techniques-là. Il y en a, je ne connais pas beaucoup, mais il y en a. Et je suis surpris ce qu'on peut faire en travaillant ensemble. Il faut s'écouter mutuellement. Nous, les ingénieurs génie biologique, doivent écouter le géotechnicien. Et moi, j'ai fait l'expérience du fait que le géotechnicien il m'a écouté à moi. Ça, c'est très intéressant comment ça peut avancer. Hein? Oui, c'est ça, c'est vrai. Donc, je travaille aussi ici avec les géotechniciennes et c'est normalement dans notre projet. Oui. Et ça marche très bien. Et normalement, on arrive à améliorer notre ouvrage aussi et la façon de projeter aussi. Ouais. Il y a des géotechniciens très spécialisés comme Gino Menegazzi, par exemple, en Italie. Oui. Ils ont fait un très, très bon travail sur ils ont fait même un livre, un ouvrage sur les calculs de génie biologique et tous les systèmes de dimensionnement des ouvrages. Et c'est un bon livre. C'est seulement, le problème, c'est que c'est en italien. Alors, c'est un peu… Mais bon, on arrivera aussi à faire la traduction en anglais et en plusieurs langues parce que je pense que c'est vous le pouvez trouver dans notre webpage aussi, dans la fédération. Il y a cet ouvrage pour calculer et dimensionner les ouvrages de génie biologique. Et c'est intéressant aussi. Bon, je ne sais pas si… il y a une demande. Tu vas, Guillermo? Il y a la dernière question. Oui. La question est, a-t-il une filière de génie biologique en France? Une filière d'entreprise ou de concepteur? Qu'est-ce que ça veut dire filière en Un français? peu tout. Ouais, filière, c'est une filière professionnelle. Hein? S'il existe, oui, ça commence à avoir, non? C'est de plus en plus. Oui, je pense aussi. Il y a des entreprises qui se sont plus ou moins spécialisées. Il y a des chercheurs comme André Evet. Il y a des organisations françaises du… Oui, il y en a. Hein. Ce n'est pas compliqué de les contacter, je pense. Oui, et voilà. Si, depuis 10 ans, ça a explosé un peu, non? Hein? Ça se développe, ouais. Il y a l'Union des professionnels du génie écologique, il y a l'association du génie biologique, l'association de AGBio, AGBio qui est adhérente à l'EFIB. oui. Et il y a aussi une association des ingénieurs écologues. Il y a une France maintenant de génie végétal. Donc, c'est vrai que ça s'organise. Il y a le Centre national de ressources du génie écologique qui centralise le réchange. Ça, c'est l'État, c'est l'Office français de la biodiversité qui fédère tout la… Nous, on travaille beaucoup avec eux, qui fédèrent, et c'est eux qui payent, qui nous ont commandé la base de données. C'est le Centre de ressources, l'Office français de la biodiversité, qui sont intéressés pour développer le génie biologique en France.
Oui, c'est au niveau des Entreprises de travaux aussi, oui, oui, il y a. Mhm. Très bien. Très bien. Voilà. Donc, le président de AG Bio maintenant, il appartenait, non, un peu à la filière de travaux. Hein? Non, c'est pas comme ça. Manuel Matos, non, il a une entreprise qui fait des génies biologiques et il y a quand même pas mal d'organisations qui travaillent, qui font les travaux des génies biologiques. Si. Tout à fait. L'AG Bio en France, le président, c'est lui-même, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise qui a cette vision de faire évoluer le génie biologique. Après, il faut dire, en France, le sud et le nord de la France, en termes climatiques, c'est vraiment une grande différence déjà. Hein. Donc, les entreprises du nord ne sont pas forcément habituées à travailler dans le sud de la France. Parce que c'est en fonction du climat et des températures, voilà, c'est des paramètres différents. Donc, les entreprises se sont différemment spécialisées aussi. Oui. Bon. Très bien. Je ne sais pas si on a encore quelques questions. Guillermo? Non. Non? Si vous voulez, on pourrait terminer la session. Bon. Je remercie Guillermo pour ta aide, pour organiser ce débat. Oui. Et je remercie aussi vivement André Vett et Klaus Peklo pour ces présentations, pour être ici avec nous. Et j'espère que ça sera le début d'une collaboración a long terme. Ok, bueno. Nada, quería solo saludaros, agradecer a Guillermo Tardío por su participación en la colaboración en el debate. Y mi francés limitado. Sí. Y a Klaus Peklo y a André Vett por su participación y sus estupendas presentaciones. Y nada, recordaros que la semana que viene tenemos el último seminario de este aniversario de la asociación a cargo de Guillermo Tardío, que tenéis aquí, y de, perdóname ahora, Andreu, sí, que vais a trabajar sobre la ingeniería en ámbitos de montaña. Media y alta montaña. Media y alta montaña. Entonces, bueno, os emplazo al siguiente martes, ¿no? Es el martes 9, creo que es, de... Mardi prochain, oui. Mardi prochain. Ok. Bon après-midi à tous. Pardon, c'est pas mardi, c'est mercredi. Ah, c'est mercredi, excuse-moi, Nekane, il apparaît. Ok, merci Nekane. Alors, c'est mercredi, notez. Mercredi pour la semaine prochaine à cette heure-là. Merci à tout le monde et Muchas gracias. ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.